Bon, quelque chose de bien important, logement abordable, les amis. Et pourquoi je vous en parle ce matin, c'est que cette semaine, le FRAPRU, vous le connaissez, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, et c'est à l'approche, évidemment, du 1er juillet, déménagement, probablement encore quelques centaines de gens qui n'auront pas trouvé un logement, un toit sur leur tête. Là, il y a une semaine de mobilisation qui est lancée par le FRAPRU. Il va y avoir plusieurs événements de prévus, occupation de terrain, de bâtiments, il y aura des débats publics, il y aura des événements, des marches tout au long de la semaine. Je trouvais que c'était important d'en parler. On ne parle pas assez, à mon avis, de cet enjeu social de premier plan. D'ailleurs, encore récemment, dans un sondage, vous le disiez, en majorité, la première chose qui compte pour vous, ben là, c'est la nourriture, mais tout de suite à côté, c'est presque au même plan, au même rang, c'est le logement et le logement abordable. Parce que des condos de 650 pieds carrés à Montréal qu'on vend à $250 000, on n'appelle pas ça du logement abordable. On parle du logement abordable, c'est du logement que les gens de la classe moyenne peuvent se payer sans être obligés de se serrer la ceinture, pardon, et de faire la file dans les banques alimentaires. Alors, pour en discuter, Véronique Laflamme, elle est porte-parole au Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Bonjour, Véronique. Bonjour Isabelle. Merci d'être là. Des actions qu'on va retrouver un petit peu partout d'ailleurs cette semaine. Oui, dans différentes régions du Québec, à l'image de cette crise qui a des conséquences désastreuses dans les villes et villages du Québec, malheureusement partout, des locataires qui s'appauvrissent, des locataires qui sont découragés de ne pas avoir d'alternative à ces rares logements trop chers. On parle de familles monoparentales, d'aînés, de jeunes, de petits travailleurs, de petites travailleuses, des gens qui font vivre nos épiceries, nos services et qui sont aux prises avec l'inabordabilité croissante du logement alors que leurs revenus n'augmentent pas aussi vite que les loyers. Véronique, vous me permettrez de présenter ma prochaine invitée pour participer à notre discussion, Élise Gamache-Bellil. Vous connaissez Élise. On la connaît un peu sous son surnom de Madame Canette. Oui, c'est ça. Mais Élise, merci d'être là. Mon plaisir. Évidemment, tu es Madame aussi projet mise de fonds parce que on t'a beaucoup connue là-dessus. Tu es la fille qui a décidé de prendre ton courage à deux mains et de ramasser des canettes pour essayer de te ramasser ta mise de fonds. Exactement. Je te recevais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps parce que tu avais atteint un certain seuil important. 100 000 $. Voilà, bravo. En même temps, c'est comme si ça repoussait toujours l'échéance. Ben oui, parce que le prix des appartements, des maisons continue d'augmenter et, comme le disait Véronique, beaucoup plus vite que nos salaires. T'es devenue un peu une espèce de défendresse de cette justice aussi, justice sociale, pas assez, à mon avis, mais de nous rappeler et de rappeler à ceux qui nous gouvernent l'importance de cet enjeu du logement. Tu le vois autour de toi dans Villeray, dans un quartier qui était tout à fait classe moyenne et qui aujourd'hui est en train de s'embourgeoiser, de sortir les gens comme toi du quartier. Évidemment, Véronique va nous parler de désengagement de l'État, mais toi, tu le vois comment tous les jours? Ben moi, je le vois tous les jours où des gens, en fait, oui, des aînés, oui, des personnes monoparentales, mais aussi des couples, des gens qui ont des bons emplois commencent à me dire, commencent pas depuis 4 ans, depuis le début de mon projet, me disent, pour nous aussi, c'est pas possible. Nous aussi, on habite dans quelque chose qui est trop petit, on n'arrive pas à changer. Je vois, en ce moment, je suis en train de regarder pour acheter, voir qu'est-ce qui est possible. Puis je vois des bâtisses qui sont extrêmement chères, qui demandent beaucoup de travaux. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les prix des appartements à louer dans ces bâtisses-là beaucoup trop chers et rajouter un fardeau là, aux locataires. Puis ça, moi, c'est ce que je veux pas arriver à faire, mais malheureusement, il n'y a pas d'alternative, puis il n'y a pas de mobilisation politique, il n'y a pas d'engagement, il y a pas ça grand-chose serait quoi qui se la passe. Solution, d'après toi? Ben, la solution, en fait, c'est une solution collective où on se dote de politiques qui disent, il faut pas, la surenchère. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Ouais. Parce qu'on est tous dans une même poche, en fait. Si on met des appartements qui sont trop chers, il y a des gens qui payent trop cher, qui ont plus d'argent pour, comme on le disait tantôt, manger, avoir des activités décentes, tout ça. Alors, il y a une problématique là, collective à tout ça. Véronique, Laflamme, justement, au FRAPRU, vous le dites depuis longtemps. Vous le dénoncez d'ailleurs, un certain désengagement de l'État. Oui, l'État s'est désengagé avec
l'arrivée de politiques néolibérales. On l'a vu à l'échelle fédérale quand le gouvernement canadien s'est retiré du financement à long terme du logement social. Ça fait maintenant plus de 25 ans, mais on en paie encore le prix aujourd'hui. Ce sont plus de 80 000 logements sociaux sous différentes formes, des coopératives d'habitation, des logements à loyer modique, des organismes sans but lucratif d'habitation qu'on aurait de plus aujourd'hui si le fédéral avait maintenu le rythme de ses investissements alors qu'il avait par le passé une politique sociale soutenue en matière de logement. Exactement ce qui fait l'envie aujourd'hui quand on regarde ailleurs, quand on cite des pays où il y a 1%, par exemple, ou un point de pourcentage, c'est 0,5 dans le cas de l'Autriche, de l'impôt sur le revenu qui va aux politiques de logement. Au fédéral, sans que ce soit une part fiscale qui était destinée au logement, on avait quand même une politique soutenue d'investissement sur plusieurs années. Et ça a permis de faire passer de pratiquement 0%, là, 0,5, la part occupée par le logement social sur le parc locatif à pratiquement 10% en 20 ans. Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, on l'a déjà fait avec des investissements soutenus et une présence, disons, du gouvernement fédéral. Et là, pendant des années, on a investi au compte-gouttes et ça nous a mené dans le cul-de-sac qu'on connaît actuellement. Le Québec a pris le relais, mais n'a jamais mis un niveau d'investissement comparable à ce qui se faisait par le passé. Donc, oui, il y a eu un désengagement de l'État, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce désengagement-là en matière de logement social, c'est que d'abandonner une partie importante du filet social, qui est le logement social, ça nous coûte très cer. Ne pas investir dans le logement social, ça a un coût. Ça a un coût sur les services publics. Ça a un coût parce que sur les ressources en itinérance. Là. Quand on regarde ce que ça coûte pour sortir une personne de la rue, c'est pas mal plus cher que de s'assurer qu'on a en amont des logements correspondant aux besoins. Les enfants qui vivent dans des logements surpeuplés, qui arrivent le ventre vide à l'école parce que les parents doivent consacrer 80% de leurs revenus pour le loyer, c'est des enfants qui n'ont pas accès finalement à leur plein développement comme ils le devraient. Donc, tout ça nous coûte cher. Véronique, il y a des gens qui mettent 80% de leurs revenus dans leur loyer? Assurément. Et là, je pourrais vous sortir, je n'ai pas les statistiques sous les yeux, Isabelle, mais de mémoire, là, on doit être, lors du dernier recensement, là, on était autour de 80 000 qui payaient plus de 80 % là. On a 373 000 ménages, des familles et des personnes seules là, qui occupent plus de la part de 30 % de leurs revenus pour se loger. On en a autour de 150 000 qui paient plus de la moitié. Mais il y a des gens qui, déjà lors du dernier recensement, avant l'explosion des dernières années du prix des loyers, qui consacraient 80 % de leurs revenus au loyer. Donc, parmi ces personnes-là, il y en a qui, aujourd'hui, se retrouvent en itinérance visible ou cachée chez des proches parce que déjà, leurs revenus ne suffisaient pas et les loyers, eux, continuent d'augmenter. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut agir maintenant si on veut éviter que la situation ne se détériore et que les locataires ne s'appauvrissent encore. Parce qu'il y a des gens qui réussissent à avoir un logement, mais pour ça, finalement, on doit sacrifier d'autres besoins essentiels. On doit sacrifier une vie décente pour nous, pour notre famille. Dans le cas des aînés, c'est carrément vieillir dans la dignité, qui n'est pas possible dans des conditions épouvantables quand il n'y a pas d'alternative, notamment dans le logement social. Les RPA communautaires sans but lucratif, comme revendiquent plusieurs, notamment les aînés de la RPA Mont-Carmel, des habitations au loyer modique. Il y en a pour familles, il y en a pour aînés qui répondent à une diversité de besoins, des projets de coopératives qui permettent d'avoir finalement des projets ancrés dans leur communauté. Ce modèle québécois, on doit en être fiers. C'est un patrimoine collectif important qui aujourd'hui sert de rempart dans les différents quartiers de Montréal, dans les différents quartiers des grandes villes, mais aussi dans des villages. Mais finalement, en continuant pas de le faire grossir, ce patrimoine collectif, on fait en sorte qu'il n'y a pas suffisamment d'alternatives pour répondre à ces besoins grandissants. Voilà, on va aller à la pause, mais on revient sur ce sujet. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Dites-moi combien vous mettez de pourcentage de votre revenu dans le logement. À tout de suite.